Donc bonjour à tous, nous allons commencer cet atelier cet après-midi. Donc je me présente, je suis Gérard Ladier, directeur adjoint du pôle Aerospace Valley, et j'anime avec Marie Latouille du centre Expert Santé Platine la commission marché santé d'Aerospace Valley. Alors qu'est-ce que c'est que cette commission marché santé? C'est une commission marché qui regroupe un certain nombre d'opérateurs, de grands groupes, de clusters qui sont actifs dans le domaine de la santé et qui ont envie d'introduire dans leur vie de tous les jours, dans leurs produits, dans leurs activités, un certain nombre de services nouveaux, de produits nouveaux qui peuvent être éventuellement venir d'entreprises, des réalisations d'entreprises du pôle Aerospace Valley. Donc l'idée, c'est donc au travers de cette commission marché dans laquelle il y a un certain nombre de ces acteurs-là, on identifie comme ça des ateliers où on va essayer de faire exprimer des besoins de la part de ceux qui les connaissent. Donc le pôle Aerospace Valley a aucunement l'intention et la prétention de connaître les besoins en termes de santé, mais les professionnels qui sont autour de cette table sont très bien placés pour faire ça. Et donc, après, derrière, une fois qu'on a ces expressions de besoins, on va travailler ensemble à voir comment on peut essayer de satisfaire ces besoins et aller vers des nouveaux produits, des nouveaux services qui répondent réellement à ces besoins. Alors, nous avons autour de la table donc Olivier Geffroy, qui est le directeur technique de la clinique Pasteur, particulièrement connu dans le monde entier, en particulier en France, en particulier en Midi-Pyrénées, pour sa démarche en termes d'e-santé, en fait, et de liaison hôpital, hôpital et domicile. Anne Vité, qui est la directrice e-santé du CHU de Toulouse. Voilà, le poste créé depuis 2 ans maintenant, un an et demi, et qui montre l'importance et l'attachement que le CHU a au développement de solutions e-santé. Laurence Boris, qui travaille au Shiva, donc c'est le centre hospitalier intercommunal du Val d'Ariège, côté Foix, et qui en particulier travaille avec le pôle depuis un moment, puisqu'on est sur un projet qui s'appelle Sacha, dont il parlera, je pense, tout à l'heure, et qui utilise un certain nombre de technologies du pôle pour le traitement de malades. On verra ça tout à l'heure. Va nous rejoindre monsieur Pierre Pinzelli, qui est le directeur du CHIC, donc le local de l'étape, le centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet, et qui est un hôpital ultramoderne et qui va donc nous présenter un certain nombre de choses. Donc voilà, donc on va laisser la parole à nos intervenants, prenez des notes, et puis derrière, on va voir, on tirera les fils. Monsieur Zali qui vient d'arriver. Installez-vous. Merci, bonjour monsieur. Très bien, pardon. Bon, on va commencer par Clinique Pasteur et SHU. Ouais, on va mettre ouais, parfait. Et je vous rends le micro. Prendre à la main, d'accord. Je démarre, vous voulez démarrer, hein? Donc bonjour à tous. Donc je me présente, donc Olivier Geoffroy, donc le directeur technique de Pasteur. Donc on a choisi de faire une présentation un petit peu conjointe avec Anne Vité, de manière à vous expliquer un petit peu le contexte de la santé et les besoins potentiels qu'on aurait de manière assez concrète, qu'on rentre vraiment dans le concret sur des besoins potentiels et qui pourraient intéresser des entreprises du pôle Aerospace Valley. En fait, quand Gérard nous a proposé d'intégrer ce pôle, l'idée était de dire pourquoi effectivement on a des entreprises qui bénéficient d'une certaine technologie sur Midi-Pyrénées, pourquoi on ne serait pas capable d'utiliser ces entreprises pour essayer de les faire travailler dans le monde de la santé. Donc on a une petite réflexion sur le sujet. Donc l'idée, c'est de vous ramener un petit peu dans le contexte. Donc on en a un petit peu discuté la dernière fois quand on s'est rencontrés pour la première fois, mais c'est vrai qu'il y a plein d'entreprises qui sont tentées d'investir dans le marché de la santé. Pourquoi? Parce que tout le monde se dit il y a de l'argent à se faire, la santé, on peut travailler technologiquement parlant, ça peut fonctionner, c'est un vrai marché de niche, etc. pour des entreprises de nouvelles technologies. Et malheureusement, il y a plein d'entreprises qui se plantent en essayant d'investir justement dans la santé. Pourquoi? Parce que premièrement, le marché de la santé, il est extrêmement réglementaire. On a une notion de facturation liée à un process particulier avec un certain nombre d'exigences et qui font que si une entreprise n'est pas du métier, c'est pas forcément facile en fait d'intégrer et de proposer des solutions techniques et organisationnelles. Deuxièmement, les usages sont souvent assez méconnus des entreprises qui souhaitent se lancer dans le marché de la santé.
Et du coup, encore une fois, c'est pas toujours ça. Moi, je suis bien placé pour en parler. J'étais chef de produit chez Siemens. Pour tout vous dire, Siemens avait choisi d'investir à peu près 5 à 6 millions d'euros dans un dossier patient informatisé il y a une quinzaine d'années, projet qu'ils ont complètement mis à la poubelle parce que quand il s'est agi de le déployer dans les établissements, pour plein de raisons, le fait que ça a mal été appréhendé, que les personnes qui avaient développé l'outil, c'était des gens qui avaient pas mal fantasmé, mais dans la vraie vie, qui connaissaient pas les vrais besoins. Enfin, voilà. Et donc, la vraie vie, c'est ça. Donc, l'idée, c'est comment essayer de guider ces entreprises pour réussir à trouver un vrai marché dans un modèle économique qui peut s'entendre. L'autre point, quand même, au niveau de la santé, c'est que les utilisateurs, ils sont super éclectiques. Hein. Il y a plein de métiers différents. Il y a des médecins, il y a des personnels soignants, des paramédicaux, des administratifs, etc. Et en plus, ils sont super difficiles à satisfaire. Les médecins, c'est pas du tout péjoratif. Ils sont un petit peu divas. Ils aiment bien avoir une solution qui fonctionne pour eux, qui a été développée pour eux par rapport à leurs exigences, leurs besoins, etc. Donc la solution qui a été développée par l'entreprise Tartampion, voilà, c'est pas. Et ensuite, en plus, ce qui est assez rigolo, nous on aime bien souvent dire ça à Pasteur, c'est que dans la santé, on navigue toujours entre le fantasme et la frustration pour l'informatique de santé. Pour une raison simple, c'est que sur le papier, il y aurait plein de choses à faire, et c'est vrai qu'on pourrait inventer énormément de choses. Et en plus, quand vous discutez avec des médecins un petit peu Star Trek, parce qu'il y en a un certain nombre, souvent ils ont plein d'idées qui sont géniales. C'est-à-dire que quand vous venez en tant qu'entreprise ou chef de produit d'une entreprise, vous dites c'est fantastique, c'est un terrain énorme en termes et d'expérimentation, et de possibilités, et de marché. Et dans la vraie vie, ces mêmes médecins qui vous ont proposé des choses très fantasmatiques, in fine, quand il faut appuyer sur le bouton pour réussir à faire une prescription, la tablette, elle passe par la fenêtre. Donc on est un petit peu dans ce contexte-là. Alors je péjorative exprès, parce qu'on n'est plus tout à fait... mais enfin, je péjorative pas trop. Ensuite, l'autre point qui est extrêmement important, moi à mon sens, c'est que c'est pas parce qu'une entreprise va proposer une solution qui fonctionne qu'on va forcément trouver un modèle économique qui va permettre de la pérenniser dans ce secteur-là. Pourquoi ? Parce que c'est illusoire de penser que la Sécu va financer ce type de projet. D'accord ? Il y a plein aussi de fantasmes autour de ça en se disant c'est super, on va pouvoir, je reviens à ce que j'ai dit au début, on va pouvoir se lancer dans ce marché parce qu'il y a de l'argent à se faire, etc. C'est pas le cas. Il y a plein de solutions qui fonctionnent, qui sont pertinentes pour le patient, qui peuvent effectivement proposer des améliorations d'usage, etc. Et on n'a pas réussi à trouver un modèle économique qui font que ce type de solution part à la poubelle. C'est pas super rose ce que je suis en train de vous dire, mais franchement c'est un petit peu la réalité. On a dit que si on venait, genre, on était honnête, hein, d'accord. Donc par contre, ce qu'on pense avec Johan, c'est que il y a quand même un changement de paradigme qui est en train de s'opérer aujourd'hui. Concrètement, c'est l'établissement de santé qui avait des besoins en termes de nouvelles technologies, en termes d'informatisation. Aujourd'hui, ce qui est en train de changer, et sachant qu'en plus, les différents établissements, ils sont aujourd'hui informatisés. Dans la douleur, ça a pris 10 ans, 15 ans, 20 ans. Il y a eu plein de directeurs techniques comme moi qui se sont fait virer au bout de 15 jours. Moi, j'ai eu à peu près un peu de bol et encore, c'est pas garanti. Voilà. Mais aujourd'hui, les établissements sont quand même informatisés. Mais moi, je pense que les besoins internes aux établissements, ils vont pas forcément être énormes et intéressants pour des entreprises d'Aerospace Valley. Par contre, où il y a vraiment un changement de paradigme, c'est que le patient revient complètement au cœur de la problématique. C'est-à-dire que le patient, de plus en plus, devient acteur de sa propre santé. Et lui commence à avoir des besoins grand public autour d'un modèle de santé. C'est-à-dire que toute la déontologie médicale, c'est-à-dire qu'il disait j'ai un médecin qui est en face forcément d'un patient, tout ça, c'est quand même un petit peu en train d'évoluer. Pour ceux qui sont comme moi, qui ont une quarantaine d'années, là, qui commencent à courir et qui se disent « Oh là là, il faut peut-être faire attention ». On ne sait jamais ce qui peut se passer, donc on met une petite ceinture, on est très content d'avoir un truc sur l'iPhone, et on se dit, en quelque part, j'ai des données médicales finalement sur mon iPhone. Moi je me dis qu'en tant que simple patient utilisateur, je me dis que ces données, j'aimerais bien pouvoir les mettre à disposition d'un médecin qui pourra me les analyser. Mais en quelque part, je deviens moteur de ma propre santé en demandant finalement des nouveaux services à la communauté médicale. Donc je pense que tout ça, c'est en train d'évoluer. Et donc du coup, il y a des besoins qui sont en train de se créer, et on va essayer d'en décrire quelques-uns. Et avec un modèle économique, ça c'est un avis personnel, mais qui évoluera forcément. Parce qu'à partir du moment où ces besoins vont être récurrents, forcément le modèle changera. Et à mon avis, le modèle ne dépendra pas exclusivement que de la sécurité sociale. Donc voilà pour la petite introduction. L'idée de notre venue à tous les deux, c'est d'essayer effectivement de présenter des projets concrets, vous l'avez compris,
ou en tout cas des exemples ou des pistes sur lesquelles on sera amené certainement à discuter dans un deuxième temps pour voir ce qu'on peut trouver comme synergie. Mais en tout cas, qu'on vous en présente quelques-uns de manière très concrète. Donc je vais laisser la parole à Anne Vité sur le premier projet. Merci, donc bonjour à tous. Je vais mettre... Donc moi, parmi les nombreux projets qu'on développe au CHU qui sont quand même aujourd'hui essentiellement des projets de recherche, j'ai souhaité vous présenter un projet qui est développé en neurologie, parce qu'il me semble très intéressant et correspondre à une priorité de santé publique et majeure pour la prise en charge des patients. Un petit rappel, même si là on n'est pas complètement dans la technologie, la prise en charge de l'AVC, c'est un enjeu majeur de santé publique. Il y a un plan national 2010-2014 qui donc gère la prise en charge des AVC. Et l'action 8, plus précisément, qui précise développer les outils nécessaires à chaque étape de la prise en charge du patient. Donc on voit que dans cette pathologie, comme dans bien d'autres, les nouvelles technologies ont toute leur place. Je ne sais pas comment, c'est par ici ? Ouais. Bon, vous le savez tous, hein, l'AVC c'est un problème de santé publique majeur, plus de 150 000 nouveaux cas par an en France. Première cause de handicap non traumatique de l'adulte, seconde cause de démence et troisième cause de mortalité. Et l'incidence des AVC a dépassé celle de l'infarctus du myocarde. On sait aussi que l'hypertension artérielle est le principal facteur de risque d'AVC, qu'elle multiplie le risque par 4 et que plus de la moitié des AVC dans le monde est attribuable à l'hypertension artérielle. Et donc, par conséquent, à une réduction de la pression artérielle est associée une réduction du risque d'AVC. Mais on sait aussi que seulement 13% des patients hypertendus ont une pression artérielle traitée et contrôlée, et que l'impact du traitement hypertenseur sur le risque de récidive après un AVC est démontré. Parmi les patients qui ont survécu à un premier AVC, 67% à 5 ans ont une pression artérielle contrôlée. Donc on voit bien tout l'intérêt de cette pratique. L'intérêt d'une automesure, plusieurs études ont montré que l'automesure de la pression artérielle était plus fiable que la mesure en cabinet de consultation parce qu'il y a une meilleure reproductibilité et surtout il y a l'absence d'effet blouse blanche qui peut fausser les données. Quand on va chez son médecin, on est plus ou moins ému. Caractériel, je vais partir. Ah non, là je parlais du patient. Hein. Attendez, vous serez rassurés pour l'intervention. On a toujours un petit peu peur du médecin, donc voilà, la pression. Mais les médecins ne sont pas susceptibles. Heureusement. L'automesure, par ailleurs, de la pression artérielle améliore l'adhésion du patient au traitement en appliquant davantage dans sa maladie. C'est ce que Olivier rappelait en préambule. Les progrès technologiques permettent de développer de nombreux systèmes de stockage et de télétransmission des valeurs. Ce qu'on ne sait pas, c'est évaluer l'impact de ces dispositifs sur la pression artérielle en prévention secondaire, donc après un AVC. Donc, le projet que je vous présente aujourd'hui est un projet qui est développé par l'équipe de neurologie du CHU, en la personne du docteur Raposo, du docteur Sattler, Albuchet, Hackett et le professeur Chollet, en lien avec la clinique des Cèdres. Les objectifs sont d'éviter la rechute en incitant les patients à contrôler chaque jour leur tension et d'évaluer parmi les patients hypertendus ayant présenté un AVC récent, moins de 30 jours, l'impact sur la pression artérielle à 3 mois d'une plateforme de télésurveillance et d'adaptation thérapeutique. Donc bien sûr, vous l'avez compris, c'est un projet qui est fondé sur le recours à la télésurveillance, avec une autosurveillance de la pression artérielle à domicile, avec télétransmission des données vers le médecin généraliste et téléconsultation via une plateforme. Et l'idée, c'est de comparer les résultats obtenus avec ce dispositif par rapport à des soins usuels, donc de télésurveillance par le médecin traitant en cabinet. Donc, quel est le processus de suivi ? À la sortie de l'hospitalisation en unité neurovasculaire, les patients sont munis d'un tensiomètre automatisé qui est relié à une mallette communicante. La mesure de tension quotidienne est transmise automatiquement à un centre de gestion des données.
Les infirmières ont à leur disposition un smartphone qui dispose d'une connexion Internet. Le médecin généraliste et le médecin investigateur, puisque c'est un projet de recherche, ont un accès aux fiches patients qui leur sont dédiées via un site web. Et lors du déploiement du dispositif, chaque participant reçoit une formation, à la fois l'infirmière, mais aussi le patient et le médecin traitant, donc les 3 utilisateurs des dispositifs. Concrètement, en pratique, les patients doivent réaliser chaque matin pendant 3 mois une auto-mesure de la pression artérielle après 10 minutes de repos. Les données sont envoyées, on l'a dit, automatiquement à la plateforme sur la fiche patient. La fiche patient est visualisable par le médecin généraliste et l'infirmière en charge du patient via l'interface web. De façon hebdomadaire, on a un rapport qui est adressé au médecin généraliste. Et les anomalies dans les paramètres qui sont mesurés, quand il y a un dépassement des paramètres de sécurité, à ce moment-là, on a une alerte, laquelle alerte est envoyée par SMS sur le smartphone de l'IDE, qui vérifie le statut clinique du patient. Et si les anomalies sont confirmées, à ce moment-là, on organise une consultation d'urgence, soit une consultation physique, soit une téléconsultation, avec le médecin selon un protocole de sécurité établi. Et précision aussi, en cas de non-réponse à l'alerte par l'IDE, c'est à ce moment-là le médecin généraliste qui reçoit directement l'alerte via SMS. Donc l'environnement technologique, on a donc une plateforme qui doit permettre la gestion et le stockage des données. J'appelle votre attention sur le fait que la conception de cette dernière doit tenir compte du fait que les utilisateurs ne sont pas des informaticiens, donc il faut quelque chose qui soit convivial et facile d'utilisation. Cette plateforme doit être capable d'interagir avec les différents dispositifs tels que la tablette, qui est utilisée par le patient, le smartphone de l'IDE et l'ordinateur qui est à disposition du médecin pour réceptionner les données et les alertes. Donc, par conséquent, je le répète, une attention particulière portée à l'ergonomie de l'interface qui doit être intuitive et facile d'utilisation. La mallette, donc, c'est une mallette prototype qui sera mise à disposition gratuitement aux patients et qui comporte un dispositif non médical, à savoir une caméra, une tablette et un module de communication, et également un dispositif médical pour mesurer les paramètres, donc un tensiomètre, et un logiciel qui permet de proposer un service de téléconsultation et la gestion et le recueil des données. Voilà donc un petit schéma qui récapitule l'ensemble du dispositif que je viens de vous expliquer. Merci de votre attention. Non, pardon, merci Anne. Non, je reprends la parole moi pour donc la description et la présentation de Anne montre que ce type de projet peut fonctionner effectivement dans la santé. Bon, côté Pasteur, nous c'est pareil, on en a réalisé un certain nombre en collaboration avec des startups locales et on aime bien avoir ce mode de fonctionnement, c'est-à-dire qu'on a un vrai besoin, on n'y connaît rien technologiquement parlant et puis on sollicite des entreprises locales qui peuvent nous apporter un savoir-faire et réussir à développer des choses ensemble. Donc là, l'idée, c'est que tant qu'on est là, autant qu'on vous sollicite un petit peu les uns les autres. Donc nous, on a un projet tout bête, par exemple. Je parlais que les usages patients commencent à revenir forcément au sein de l'établissement. On a un petit problème tout bête, on a un projet simple, c'est de mettre en place des tablettes, iPad ou autres au chevet du patient, tout simplement. Vous savez, parce que comme dans les avions, comme un petit peu partout dans les entreprises, etc., on est capable de proposer des services sur tablette ou comme dans les hôtels ou autres, où on peut proposer des films, des journaux, etc. C'est tout bête, mais ça ne se fait pas chez nous en tout cas, alors que pourtant, comme disait Gérard, on est une clinique super reconnue mondialement. Mais voilà. Et on a un petit truc tout simple, c'est qu'on a trouvé des solutions qui nous permettent bien évidemment d'avoir un logiciel qui nous permet de gérer ça, mais on a une problématique tout simple, c'est que dans une chambre patient, on doit avoir un support, donc un bras qui doit être attaché au lit, mais attention parce que le lit s'en va, parce que le patient quand il part au bloc, il part avec le lit, donc ça ne peut pas être attaché au lit, bon bref. Et ensuite, il faut qu'il puisse supporter l'iPad simplement, correctement, avec... on va dire une norme CE médicale, c'est-à-dire qu'on pourrait bio-nettoyer ce truc-là. Aujourd'hui, des supports en fait pour tablettes, il y en a des milliers qui existent, d'accord ? Sauf qu'on ne peut pas les bio-nettoyer. Voilà, c'est tout bête. Donc une entreprise aujourd'hui qui est susceptible de proposer, il y a des entreprises comme Actia, j'imagine, qui travaillent pour Aerospace Valley, mais comme d'autres, bien évidemment, qui choisissent de plancher là-dessus. Moi, je suis persuadé qu'une entreprise qui propose une solution,
Je pense qu'il peut y avoir un modèle économique qui peut suivre derrière. Voilà. Ça, c'est un exemple concret. Et comme ça, je pense qu'il y en a un certain nombre. Mais encore une fois, c'est lié aux usages des établissements. Il faut que nous, on ait la possibilité de vous les exposer, en fait, simplement. Voilà. Sans pour autant inventer des trucs qui soient fantasmatiques. Voilà. Donc ça, c'est un premier exemple. Alors, un deuxième exemple, j'ai vu qu'il y avait l'entreprise IEL, ceux-là qui présentait des choses. Mais c'est vrai qu'un petit truc tout simple, nous, c'est vrai que de plus en plus, on se lance, j'imagine, les uns les autres. Il va y avoir des présentations complémentaires dans la e-santé, dans la téléconsultation. Bon, à Pasteur, on fait de la téléconsultation des plaies ou du télésuivi des défibrillateurs. Enfin bon, c'est le genre de choses qui se déploient de plus en plus et se développent de plus en plus avec des médecins sympas, parce que je vous rappelle que l'activité n'est toujours pas valorisée par la sécurité sociale. Ça revient à ce que je disais en préambule. Mais du coup, malgré tout, on se pose un certain nombre de questions par rapport à des dispositifs qui paraissaient super médicaux, qui, moi, à mon sens, petit à petit, vont se démocratiser grand public. Donc un exemple tout bête, c'est un ECG 12D grand public. ECG 12D, en gros, vous savez, c'est quand on va chez... Donc, je reprends l'exemple de tout à l'heure, je cours, ça se passe mal, je tombe... Je vais chez un médecin qui va me faire un électrocardiogramme. Donc voilà, donc là l'idée c'est qu'il faut poser des électrodes, c'est fait médicalement parlant. Aujourd'hui, pourquoi on ne pourrait pas effectivement proposer d'avoir des ECG grand public qui pourraient, pourquoi pas à terme, être analysés via de la télémédecine. Aujourd'hui, c'est des solutions qui existent. Hein, de plus en plus de constructeurs commencent à se lancer là-dedans, sauf que ça coûte 4 ou 5 000 euros. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il y a des labos qui sont lancés là-dedans, qui, à mon avis, profitent un peu de la situation parce qu'on est en environnement médical et qui proposent des choses qui coûtent très cher. Voilà. Donc une entreprise technologique qui serait capable de fournir une petite truc comme ça, là, hein, vous voyez, ça c'est une ceinture toute bête là, qu'on positionne sur un patient, voilà, qui permet de se connecter en fait avec un dispositif tout simple, qui permettrait de récupérer un signal. C'est pas très compliqué, hein, on pose des électrodes, on récupère un signal et ensuite on doit le transformer en un PDF ou autre chose qui puisse être envoyé simplement en fait à un médecin. Voilà. Ça existe, mais ça vaut 4 000 euros. Une entreprise qui se positionne là-dessus. Alors, IELS, je les ai vus tout à l'heure, je pense qu'eux sont en train de travailler là-dessus, mais je me dis qu'une entreprise toulousaine, un peu sympa, un peu motrice, un peu start-up, un peu innovante, qui pourrait travailler avec des établissements de santé qui sont motivés, sympathiques, etc., et ben pourquoi on ne pourrait pas réussir à trouver une solution qui permettrait de se déployer un petit peu partout. Voilà. Et de manière plus générale, et je m'arrêterai là pour laisser la parole à mes collègues, je pense qu'il faut réfléchir je rejoins l'introduction, à tous les services qu'on peut proposer maintenant aux patients. Il ne faut plus raisonner, en fait, qu'est-ce qu'on peut proposer aux établissements de santé. C'est qu'est-ce qu'on peut proposer aux patients. Et je pense qu'il y a plein d'idées. Par contre, je pense que les entreprises ne doivent pas se planter, c'est-à-dire qu'il faut, à mon sens, c'est pas du tout professoral ou quoi que ce soit, mais il ne faut pas qu'elles développent des choses elles-mêmes. Pourquoi? Parce que la difficulté de ces outils, c'est de réussir à proposer un outil qui reste dans un environnement médical. Hein, concrètement, le fameux ECG que je montrais tout à l'heure, s'il n'y a pas un médecin derrière qui est capable de le lire, ça ne sert strictement à rien. Voilà, donc je pense qu'on a des établissements moteurs dans la région, on a cette chance-là. On a des entreprises qui, encore une fois, qui sont super compétitives. Ce serait dommage qu'on ne réussisse pas à trouver des synergies pour travailler ensemble. Voilà. Merci, monsieur le juge. L'idée de ma présentation, elle est double. Elle est d'abord sur comment ça se fait qu'un hôpital qui est connu que intercommunalement, pas internationalement comme la clinique Pasteur, mais comment on arrive à s'impliquer dans les gérants de technologie, comment on y est arrivé. Bon. En gros, reconstruction d'une maison de retraite. On peut avancer. Hein, attendez, je vais le prendre. On va aller très vite parce que sinon ça va durer un moment. Donc reconstruction d'une maison de retraite, essayer de la penser un petit peu moderne. Et puis un directeur très sympa à l'époque qui nous a dit « Je vous suis, vous avez... toutes les billes, voilà, vous faites ce que vous voulez, je veux que vous me prévoyiez une maison de retraite pour demain. » Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait le tour de France, puis on essaye de voir quels sont les technos qu'on pourrait introduire dans cette maison de retraite. Bon, en gros, de la domotique, et pas beaucoup plus. Donc assez déçu, on va à Guéret qui est un centre voilà, assez connu sur le territoire national avec le grand derrière sur ces domaines-là. Et hormis ce qu'on appelle le chemin de lumière, c'est-à-dire la personne qui pose le pied par terre, il y a une lumière qui s'allume pour les accompagner, enfin pour au moins éclairer
leur marche en toute sécurité vers la salle de bain. Hormis ça, bon, pas forcément grand-chose, si ce n'est fermer les volets d'un coup de l'ensemble de la structure, donc en termes RH, bon, intéressant, mais bon, rien de très innovant. Mais on s'est dit, on va quand même essayer d'anticiper l'avenir, on va pré-câbler toute la maison de retraite, parce que peut-être que quelque chose nous sera proposé plus tard. Et donc, au moins, on a ouvert la maison de retraite à l'avenir. Donc, déçu de ce qu'on en a trouvé, il faut penser qu'on a un souci assez régulièrement. Alors, je vais me présenter. Bon, moi, je suis médecin gériatre. Et donc, on a un souci dans la prise en charge des personnes âgées, en particulier les troubles cognitifs. Ce sont les déambulations, les problématiques de fugue, qui sont une grande angoisse pour ces établissements, aussi bien les établissements de santé que les établissements médico-sociaux. Là-dedans, je rappelle quelques motifs essentiels d'une perte d'autonomie et donc cette difficulté du maintien à domicile. Ce sont les chutes, les déambulations, les fugues et souvent l'environnement familial. En Ariège, il n'y a pas forcément beaucoup d'emplois, donc les gens sont partis sur la métropole toulousaine, donc des gens qui sont isolés. Donc ça, c'est le postulat. Et c'est ce qui nous a amené progressivement à essayer de nous poser des questions sur est-ce qu'il y a des technos qui pourraient améliorer ça. Alors je pense juste sur le système de fugue, donc vous avez les bracelets anti-fugue avec des portails. Très bien, la personne passe le portail, ça détecte. Si vous ne lui sautez pas dessus immédiatement, vous l'avez perdu. Parce que vous ne le géolocalisez pas. Il y a maintenant des dispositifs à type de géolocalisation, mais ça n'existe pas en institution parce qu'ils sont très coûteux. Donc ça, c'est le premier écueil. Deuxième écueil, c'est qu'ils ont 365 jours, 24 heures sur 24, pour vous démonter n'importe quoi. Et ils y arrivent, c'est assez remarquable. Donc, un bracelet, ils vont se l'arracher, donc vous le perdez. La plupart du temps, ils finissent aux toilettes, vous ne les trouvez même pas. Et au bout d'un moment, vous avez une facture qui est extrêmement lourde pour un intérêt qui est relativement faible. Du coup, on a essayé, on a passé un partenariat avec malheureusement un IUT qui a, je crois, disparu, ou qui s'est reconverti. Donc c'était l'IUT 2A2M Toulouse-Blagnac, qui était, à mon sens, un pendant intéressant à cette école d'ingénieurs. C'est-à-dire, très bien, on va former des ingénieurs à une nouvelle technologie, mais peut-être qu'il nous faudra des gens pour assurer le SAV l'installation de dispositifs à la maison. Donc c'était astucieux. Malheureusement, je crois qu'ils étaient un peu en avance sur leur temps. Bon. Donc on a fait une étude de qu'est-ce qui existait sur le marché. Et là encore, on a été assez déçus. On est allé voir des dispositifs. Donc effectivement, ce que disait mon collègue tout à l'heure, c'est-à-dire extrêmement intéressant, beaucoup d'innovation, mais alors complètement inadapté. Je pensais à un système, donc il y a un système au travers de la télé, où ils arrivaient à rentrer en communication avec leur famille, par Skype. Ils pouvaient envoyer des mails. Enfin, voilà. L'idée est extrêmement intéressante, même avec des photos, chaque membre de la famille. En termes de stimulation, c'est très intéressant. Sauf que donc pour faire fonctionner, on avait voilà, une télécommande avec 58 boutons, donc complètement inadapté. La cible, elle est à côté. Il faut des dispositifs très très simples, faciles à gérer. Et c'est là où, en définitive, on a besoin des acteurs de terrain pour vous accompagner, vous, ingénieurs ou entreprises, vers l'innovation et une innovation adaptée. C'est-à-dire qu'il y a eu plein de gens qui sont venus sur le marché, mais on a vu ces entreprises disparaître parce qu'elles n'ont pas trouvé leur marché. Donc c'est à nous de vous trouver le marché. Et le marché que je connais le mieux, c'est celui de sujet âgé, et je crois qu'il est important. D'où la Silver Economy. Alors, juste notre parcours à travers un projet, il en a parlé tout à l'heure, donc c'est le projet Sacha. Donc c'est en gros une entreprise, une start-up toulousaine qui a développé une technologie de communication à bande étroite qui ne passe pas par le système GSM, qui s'exonère de ça. Au lieu d'avoir un gros tuyau pour passer beaucoup d'informations telles des smartphones, l'idée c'était de partir sur le dispositif inverse, donc des petits tuyaux, pour envoyer peu d'informations très régulièrement, avec peu d'énergie,
et en grosse quantité, entre guillemets, enfin en volume, mais peu de quantité à chaque fois, et donc peu onéreux, extrêmement intéressant. Donc en fait, comment on est arrivé là? Tout simplement, voilà, c'est toujours la rigolade, mais avec une discussion de plage avec Hervé Denune d'Ariège Expansion, en fait, c'est lui qui m'a mis en relation avec cette entreprise pour comment on va en fait arriver à apporter une sécurisation de nos patients en déambulation et autres par rapport à notre cahier des charges, qui est aussi bien celui de l'institution que du domicile. Donc, quand vous avez quelqu'un à domicile, vous ne pouvez pas recharger un système, vos téléphones portables, ils se vident au bout de 24 heures. Donc, vous n'avez pas quelqu'un qui intervient à la maison toutes les 24 heures. Donc, par exemple, cahier des charges, autonomie, 1 semaine. Sinon, vous ne trouvez pas votre marché. Ça ne sert à rien. Il faut également que le coût total soit dans les alentours de 20-30 euros. Sinon, là aussi, on ne trouvera pas son marché. Donc, le processus, donc Ariège Expansion me met en contact avec Sigfox. Sigfox trouve des entreprises autour d'eux, en particulier Telecom Design, qui est une entreprise de Bordeaux, qui s'occupe de tout ce qui est capteur. Et là-dessus, nouvelle technologie, il faut des antennes, il faut des batteries autonomes, il faut que ça respecte les normes, voilà, il ne faut pas que les batteries fuient. Donc il nous faut donc le LAS, le CNRS sur le sujet. Et après, une fois qu'on a les traitements, on a ces données, il faut les traiter. Donc vous voyez qu'à partir d'une idée, il faut qu'on soit mis en contact avec un environnement. Cet environnement, il faut le trouver, il faut monter un dossier. Et on s'est pointé, on a présenté le dossier d'abord à notre partenaire préféré qui est e-santé, la plateforme Platine, parce que là aussi, quand on va sur le dispositif sur la personne, il faut que ce soit parfaitement encadré en termes de législation, sécurité du patient, sécurité des données, ce sont des données à la limite, hein, c'est quand même des données de santé. Et il faut également que si vous mettez un dispositif sur une personne, qu'on ne retombe pas sur l'histoire de la prothèse PIP, voilà, il faut qu'on le conduise comme une autorisation de mise sur le marché et suivre un processus de labellisation et de test. Voilà pourquoi on s'est entouré donc de Platine, d'e-santé, du Gérontopole également pour valider les processus, l'intérêt que ça a en termes de gériatrie. Voici un petit peu le pendant. Donc, quelle est notre place là aussi? C'est qu'après, qu'on puisse avoir des cohortes de patients pour les tester. Donc, voilà que j'ai fait la pub. Du e-santé, non, vraiment, c'est quelque chose d'important dans la conduite de projet. Hein. Il faut vraiment qu'il soit accompagné. Donc après, il y a la labellisation. Bien sûr, il faut trouver les montants financiers. Et puis au-delà de ça, probablement, enfin, les pôles de compétitivité peuvent également nous orienter d'autres entreprises sur un intérêt autour d'un dispositif. Alors, je vais arrêter là sur le dossier Sacha. Ça, c'était Sacha 1. Détection de chute, géolocalisation de la personne, activité de la personne également. C'est-à-dire on est en capacité de dire si elle bouge beaucoup dans la journée ou pas. En termes de la personne âgée et de la gériatrie, vous savez que le grand cheval de bataille sur Midi-Pyrénées, piloté par le professeur Vélas et le Gérontopole, c'est la notion de fragilité. Donc c'est votre marché. C'est le marché de la personne âgée qui vieillit. Donc je crois qu'il faut vraiment s'intéresser à ça. Et au travers du dispositif Sacha, on est en capacité de savoir si la personne a une activité ou pas. Un marqueur clinique très très simple, c'est 4 mètres 4 secondes. La personne qui met au-delà, dite à risque de fragilité, donc il faudrait bilanter. Donc rentrer dans des processus de surveillance de sa santé et autres. Donc ce dispositif donc, est intégré dans la montre. Et ce processus, ce dispositif également, on va le mettre sous forme de patch, parce que comme il s'arrache tout, comme je vous l'ai dit, sur les patients vraiment déambulants, on l'a mis sous format de patch. Sacha, j'ai toujours dit qu'il fallait un Sacha 2. Et ça fait le lien avec ce que vous avez présenté tout à l'heure. L'AVC, elle a parlé d'hypertension artérielle. Un des plus gros risques également dans l'accident vasculaire cérébral, c'est les troubles du rythme cardiaque, donc l'arythmie. C'est un marché colossal.
Par contre, je ne crois pas qu'il y a forcément un intérêt d'avoir 12 dérivations. Par contre, la complexité en termes techno, c'est comment arriver à avoir un électrocardiogramme facile à porter. Vous avez vu, c'est un capharnaüm, quoi. Il faut le porter. Enfin, c'est une espèce de truc, il faut passer par les épaules. Il y en a un, ça existe. Il me semble avoir entendu qu'aux États-Unis, ils ont mis au point quelque chose, mais je ne sais pas si c'est vraiment la technologie vraiment parfaite. Il faudra arriver à un électrocardiogramme autour d'un bracelet. Malheureusement, un électrocardiogramme, il faut 3 points distants, qui permet une triangulation et une représentation dans l'espace. Les 12 dérivations étant à plat, donc vous avez une représentation cardiaque à l'horizontale. Donc il faut souvent les deux formes pour avoir un électrocardiogramme complet. Quand on va chercher des troubles du rythme cardiaque, c'est moins complexe, il faut 3 points. Si on arrive à avoir une techno sur un bracelet, brancher un dispositif communicant tel que Sigfox le propose, on sera en capacité à proposer aux gens qui ont des facteurs de risque la possibilité de détecter des troubles du rythme qui sont pour la plupart du temps à l'origine des accidents vasculaires cérébraux. D'accord ? Quand on voit le coût que représente l'accident vasculaire cérébral en termes de santé publique, ça me paraît extrêmement intéressant. On peut l'étendre à la saturation, on peut l'étendre à tout un tas d'autres choses. Là, on est vraiment sur les paramètres de santé. Mais si je reviens à la silver economy, il y a d'autres pistes à chercher. Alors, voilà. J'ai une boîte à idées. Je vous les soumets. La première, c'est en termes sensoriels. Je crois que le vieillissement, pour qu'il soit réussi, d'abord, il doit passer par un environnement social. L'environnement social vous permet donc de rencontrer du monde, de vous déplacer, dont vous maintenez vos capacités musculaires. Très bien. Puisque vous allez avoir du monde, vous allez avoir un échange intellectuel. Puis vous allez, la tradition française, c'est qu'on mange. Donc on va couvrir la nutrition. D'accord ? Mais le point clé, c'est d'arriver à faire communiquer les gens, à les faire rencontrer. Alors, on s'aperçoit que dans le vieillissement, une des premières problématiques, c'est le vieillissement sensoriel. Quand je suis venu présenter le dossier à la journée d'Aerospace Valley à Agen, j'ai vu des gens porter les caméras à l'augmentation de la perception de l'environnement à des fins militaires ou autres, hein, ou industrielles. Voilà. Je crois qu'il y a quelque chose à chercher. Et est-ce que vous savez quel est le plus grand inconvénient pour une personne qui vieillit en termes sensoriels? Est-ce qu'il vaut mieux être aveugle ou sourd? Ben, il vaut mieux être aveugle. Parce que quand vous êtes sourd, vous êtes coupé du monde. C'est terrible. Ça veut dire qu'il y a un ralentissement cérébral qui s'enclenche. Et à ce moment-là, vous avez toutes les pathologies qui vont s'enchaîner derrière, avec des gens qui deviennent apathiques, qui ne bougent plus et autres. Le coût du dispositif auditif, là, qui ne marche jamais, c'est en termes son, la qualité du son rendu. Vous avez un son qui est plat, qui mélange tout, voilà, qui n'est pas discriminant. Je crois qu'il y a forcément des progrès à faire là-dessus. En termes sensoriels, visuels, je ne sais pas, il y a forcément des pistes à trouver. Et dernier élément, vous savez qu'on a un territoire connu pour ses plaisirs de bouche. L'état bucco-dentaire, c'est quelque chose de catastrophique. C'est un coût extrêmement élevé. Je suis convaincu qu'il y a forcément une techno qui nous permettra d'adapter quelque chose de malléable sur la mandibule, enfin sur les os alvéolaires qui sont en train de réduire avec le vieillissement, avec une dentition qui permettra à la personne de continuer à s'alimenter normalement, qui est un facteur essentiel dans le vieillissement. Autre volet qui intéresse peut-être un peu moins, alors que mon premier stage, quand j'étais au collège, a été dans une des entreprises de l'aéronautique qui s'appelait Aéroformation. Je suis convaincu qu'il y a énormément de choses à faire en termes d'économie de santé, de professionnalisation des gens, au travers de la formation. Donc le e-learning, avec les serious games qui vont derrière, pour former les intervenants à domicile. On n'aura pas l'argent pour payer des gens toute la journée, voilà. Mais au moins que quand ils viennent, il y ait une pertinence.
une pertinence de leur action. Comment va-t-on faire pour former autant de gens? Comment va-t-on faire pour former autant de personnes en institution, à l'hôpital? Ça a un coût énorme. Des petits modules de formation, après validation, avec un retour RH pour nous, gestionnaires des équipes, ça me paraît extrêmement intéressant et extrêmement pertinent. Voilà. Je vous remercie. D'abord, je vais mettre... Okay. Peut-être qu'on peut changer de place, c'est plus simple. Bien sûr. Bien, bonjour à tous. Alors, avant de commencer, d'abord, je vais me présenter. Donc, je m'appelle Pierre Pinzelli. Je suis actuellement directeur du centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet et de l'hôpital de Revel. Donc, c'est un établissement pivot de territoire qui représente 1350 lits et places sur le bassin, qui est le principal établissement du bassin du Tarn Sud, et qui offre un plateau technique sur Castres, avec à peu près 400 lits de court séjour, et un établissement très récent, très neuf, qui a 3 ans et qui est très moderne. Et puis tout le reste, c'est du moyen séjour, du long séjour, de l'EHPAD, une unité cognitivo-comportementale, etc., etc. Donc des personnes âgées. Donc sur 1350 lits, vous en enlevez 400, vous faites la différence. Et tout ça, c'est de la prise en charge du sujet âgé sous différentes formes. Donc... ensuite, je vais vous inviter peut-être à venir visiter nos chambres. On a 280 chambres avec des tablettes tactiles installées qui fonctionnent, validées par le CLIN, sur lesquelles il y a Internet, le téléphone, de la visio, le PAX, la téléphonie, enfin tout ce qui est utile pour la vie courante, qui permet aux patients d'être en contact avec l'extérieur. Donc là, sous forme un peu de boutade, parce que un des grands risques, et c'est comme ça que je vais commencer, un des grands problèmes que nous avons, c'est de savoir ce qui existe déjà. Et je pense que c'est le même problème pour vous. On a un problème d'accès à l'information, c'est-à-dire que tout va tellement vite maintenant en termes de nouvelles technologies. Il y a tellement d'expériences qui se font à droite, à gauche, quelquefois avec des entreprises, quelquefois entre hôpitaux. On a parlé du e-learning à l'instant, je partage votre point de vue. Moi, j'ai monté un système de e-learning avec nos amis canadiens qui fonctionne dans l'établissement sur l'hygiène hospitalière. Effectivement, avec un produit qui ne coûte rien, eh bien, on forme en 20 minutes toutes les personnes de santé de l'établissement, depuis leur domicile ou à l'hôpital. Et si on ramène le coût de ce développement au coût de la formation, effectivement, en 4 jours, en équivalent en journée de formation, c'est 4 jours de formation pour le personnel. Donc, mais en même temps, ça existe déjà. Donc, on a derrière 2 autres modules qui vont être déployés sur comment on gère une chambre et comment on gère une infection respiratoire. Je ne vais pas rentrer dans le détail, ce n'est pas l'objet ici. Mais il y a beaucoup de choses qui se font déjà. Et le premier écueil, c'est effectivement de savoir qu'est-ce qui est fait, comment c'est récupérable, comment c'est diffusable. Ensuite, sur l'aspect financier, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit. Moi, je pense qu'il y a beaucoup d'argent mal utilisé. Et que, avant d'être directeur de cet établissement, j'ai eu la chance de travailler en CHU pendant de nombreuses années. J'étais directeur du site principal de l'assistance publique des hôpitaux de Marseille, la Timone. C'est une énorme machine de guerre. La Timone, c'est l'équivalent du CHU de Clermont-Ferrand. Et la paix de Marseille a dépensé 3 millions d'euros dans son dossier médical informatisé sans le faire aboutir. Donc a perdu 3 millions d'euros. Ce n'est pas un secret, c'est dans tous les journaux, donc on peut en parler. Ça veut dire que de l'argent, il y en a. Qu'effectivement il y a des chimères, qu'effectivement il faut faire attention, mais que quand on développe des choses intelligemment, et effectivement là je vous rejoins tout à fait, et j'y reviendrai dans mon intervention sur cette notion de faire les choses ensemble, eh bien il y a encore des ressources, encore faut-il bien les utiliser et les mettre au bon endroit. Alors moi j'ai une intervention qui est très différente, c'est-à-dire j'ai pris le pari de ne pas de rentrer avec vous dans qu'est-ce qu'il faudrait faire ou qu'est-ce qu'on fait déjà, mais plutôt de comment on peut éventuellement avancer ensemble sur ce qui reste à faire. Donc d'abord, changer de posture, passer de l'hospitalocentrisme à la notion de parcours de soins. Ça, c'est tout à fait important, ça rejoint ce qui a été dit, c'est-à-dire qu'on n'est plus sur que des outils à l'intérieur de l'hôpital, pour l'hôpital et rien que pour l'hôpital, mais on est bien pour des outils qui vont servir au parcours de soins, et quand on dit parcours de soins, c'est l'infirmière, le pharmacien, le médecin, je parle du monde libéral, derrière le médico-social, voire le social, et l'hôpital. Enfin, quand je dis l'hôpital, je ne fais pas de différence entre les structures publiques et privées. C'est la structure de prise en charge, les lits d'hospitalisation, le plateau technique. Et
Et ça, c'est le premier enseignement qu'on doit avoir. C'est un enseignement en termes de santé publique. Et d'ailleurs, les nouvelles orientations de santé publique qui commencent à être dévoilées par Madame la Ministre vont dans ce sens. Mais c'est aussi quelque chose dont vous devez, vous, entreprise, tenir compte. Hein, on se recentre sur le sujet. Et certes, la pathologie existe et il faut la traiter, mais on se recentre sur le sujet. Et si on est sur la silver economy, c'est encore plus important de se recentrer sur le sujet parce qu'on sait bien que le sujet âgé est par définition polypathologique. Ensuite, intégrer le patient dans sa prise en charge. C'est-à-dire que le patient devient un acteur de sa prise en charge, alors évidemment avec la limite qui a été exposée par le monsieur, hein, à juste titre, c'est-à-dire qu'il y a des patients qui ne peuvent plus participer à leur prise en charge. Mais enfin quand même, globalement, il y a quand même beaucoup de patients, et notamment de patients chroniques, voire de patients âgés, qui peuvent être intégrés dans leur prise en charge. Et donc, quand on développe un produit, il faut penser que le patient peut être un acteur de ce produit. Ensuite, considérer que les nouvelles technologies qui nous entourent doivent être mises au service du soin. Et ça veut dire quoi ? Pour moi, ça veut dire attention de ne pas inventer une usine à gaz. Ça a été évoqué aussi avec l'histoire de la télécommande. On a tous autour de nous des outils extrêmement simples, voire totalement intuitifs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous achetez certains smartphones, vous n'avez même pas de notice, parce que c'est plus la peine. Parce que de toute façon, vous l'allumez, et à partir du moment où vous l'avez allumé, vous êtes auto-guidé dans son utilisation. Et ça, pour une entreprise qui veut se lancer sur ces marchés-là, ou qui veut développer des choses sur ce marché, je pense que c'est très important d'avoir cette notion, pas de complexité. Pas de complexité pour le patient, pas de complexité pour le personnel soignant. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, le personnel soignant n'a pas le temps de rentrer dans des choses compliquées en termes de nouvelles technologies. Les personnels soignants ont besoin qu'on leur simplifie la vie pour que l'outil soit à leur disposition et qu'ils n'aient pas le sentiment d'être à la disposition de l'outil. Et aujourd'hui, quand on développe dans nos hôpitaux des produits, notamment informatiques ou notamment de nouvelles technologies, on a l'impression que c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire qu'il y a des moments où quand on rentre dans une chambre, on a l'impression d'être dans un coping de 747. Ce n'est pas l'objet. Et d'ailleurs, les personnels s'en plaignent beaucoup. Et donc, du coup, on utilise mal ce qui est déjà mis à disposition. Faire preuve d'inventivité et s'interdire de s'interdire. Ça aussi, c'est important. Je pense qu'en termes de créativité, pour ceux qui font de la créativité, il y en a forcément ici. Moi, j'aime rappeler à mes équipes comment on a inventé le post-it. Voilà. En 6 ans, on a raté une colle super forte. On a une colle qui recolle. Est-ce qu'on jette tout ou est-ce qu'on se pose une question ? Et donc l'entreprise en question s'était dit, on va essayer de trouver une solution parce qu'on a beaucoup investi. Et du coup, c'est devenu le post-it dont tout le monde se sert aujourd'hui. Donc il faut, je pense, que nous et cette remarque, elle s'adresse d'abord aux hospitaliers, on accepte de dépasser nos propres barrières intellectuelles. Parce qu'on est quand même très enfermé dans des schémas. D'abord, le premier, c'est l'hospitalocentrisme. Et puis, il y en a d'autres, des schémas dans lesquels on est enfermé. Et il faut qu'on accepte de sortir de ces représentations. Et j'y reviendrai plus tard. En ça, on a besoin de vous aussi, pour sortir de ces schémas. Ensuite, quel grand domaine de développement pour l'aide de la e-santé ? Là encore, le dossier de soins, évidemment, ça continue à être un sujet. Il y a beaucoup d'entreprises dessus, il y a beaucoup de ratés, il n'y a rien de complet. Et aujourd'hui, il est très souvent très interne et il n'est pas très partageable. On voit bien l'échec monumental du DMP. Le CHIC est l'établissement leader DMP encore devant le CHU aujourd'hui, peut-être plus pour très longtemps parce que là ils accélèrent, je regarde les chiffres régulièrement, mais on est encore leader DMP de l'ensemble de Midi-Pyrénées et un des meilleurs de France. Mais en fait ça ne sert à rien. Parce que pour qu'un dossier soit communicant, il faut être 2 pour communiquer. Et que nous, on a beau en ouvrir, s'il n'y a personne en face de nous qui en ouvre, ça ne sert à rien. Et donc attention à cet aspect des choses. C'est-à-dire que si vous décidez de vous lancer dans ce marché qui en reste un, il faut que ce soit très accessible et très intercommunicant. Alors évidemment, il y a toutes les normes qu'on a évoquées, tout ce qui fait que ce n'est pas simple de franchir toute la normalisation, toute la labellisation. Mais quand même, l'idée, c'est celle-là. Ensuite, le suivi à domicile des patients. L'hôpital hors les murs. Alors, on a tous des HAD, on a tous des SIAD. Alors, qu'est-ce qui se passe quand vous avez un patient en HAD ? Vous envoyez en permanence du personnel. C'est jamais assez. Parce que de toute façon, par définition, il y a des temps où le patient est tout seul. Moi, j'ai 2 SIAD.
Donc on fait des tournées. Alors avant on faisait une tournée, après on est passé à 2 tournées, maintenant on est à 3 tournées par jour parce que les patients sont de plus en plus âgés, de plus en plus lourds, et ça suffit pas. Eh bien, il nous faudrait aussi globalement les moyens de faire en sorte de faire de la surveillance à distance, et là aussi de façon extrêmement simple, avec tout ce qui a été abordé. Là je vous rejoins tout à fait. Donc des choses pas compliquées, qui tiennent bien la route, qui soient solides. Hein, qui soit facile à nettoyer et qui soit pas trop high-tech non plus. On n'a pas besoin, encore une fois, d'être sur quelque chose de beau. On a besoin d'être sur quelque chose de pratique et de facile à utiliser. La préparation des séjours hospitaliers, ça aussi, c'est pour moi tout à fait fondamental. C'est-à-dire que on va vers des plateaux techniques et moins d'hospitalisation. C'est l'objectif de l'ambulatoire. La chirambue se développe beaucoup. C'est pas monsieur qui représente un établissement dans lequel elle pousse beaucoup qui va me dire le contraire. Aujourd'hui, l'objectif national, c'est 50% de taux d'ambulatoire sur la chirurgie. Certains établissements, et notamment des établissements privés, y arrivent. Le public n'y arrive pas trop, mais bon, pour un tas de raisons qu'on ne va pas développer aujourd'hui. Moi, je suis à 30% aujourd'hui, ce qui est déjà pas mal, de chirambue pour un établissement comme le mien. Mais on a là aussi un vrai enjeu sur la préparation du séjour. C'est-à-dire, on va rester moins longtemps, mais en même temps, quand on arrive à l'hôpital, vous avez peut-être déjà été usagers de l'hôpital, tous. Quand vous arrivez, vous êtes en position d'infériorité. C'est-à-dire que, 1, vous êtes malade, vous n'êtes pas bien. 2, vous arrivez dans un environnement où tous les codes sont différents. Codes relationnels, les mots, les gestes, les bruits, les odeurs, les rythmes de vie. Vous ne mangez pas à la même heure, on vous réveille à 6 heures du matin. Bon. Donc tout est différent. Donc vous avez 2 façons de réagir. Soit vous êtes un patient très conciliant, et heureusement il y en a pour nos personnels, et donc vous faites avec. Ensuite, vous vengez sur le questionnaire de sortie, mais vous faites avec. Ou pendant votre durée d'hospitalisation, vous êtes un patient râleur et vous montez en gamme. Et donc, derrière, on a des problèmes relationnels, etc. Et puis, ça peut aussi dégrader la relation soignant-soigné, donc le niveau de prise en charge. Donc, je pense qu'il y a aussi beaucoup à faire, et on ne fait pas grand-chose, en matière de préparation des séjours hospitaliers. Alors là, il faut être inventif, je ne sais pas, ça peut être de la réalité augmentée, ça peut être des serious games, ça peut être un tas de choses, mais je crois que là aussi, il y a une préparation nécessaire, et ça peut être un axe de développement. Et puis, ce n'est pas très compliqué, mais c'est très utile. Il y a aussi des domaines peu exploités de la prévention et de l'éducation thérapeutique. C'est-à-dire que nous, en France, on est champion du monde du traitement, et dernier pour la prévention. C'est-à-dire qu'il n'y a que 3% de nos dépenses de santé qui sont consacrées à la prévention. On fait tout sur le soin et rien sur la prévention, ou quasiment. Bon. Si les nouvelles technologies peuvent nous aider à aller sur la prévention, je pense que ça pourrait être une bonne idée. Ça pourrait être là aussi des marchés très porteurs et pas très coûteux, et en même temps très utiles en termes de santé publique. Et ça pour tous les âges de la vie. Ensuite, des outils de connexion des professionnels de santé libéraux, médecins et infirmiers en lien avec les plateaux techniques. Donc là, vous voyez que j'essaye de sortir de l'hospitalo-centrisme, pour bien vous rappeler que le plus gros de la prise en charge aujourd'hui, ce n'est pas à l'hôpital, ce n'est pas sur les plateaux techniques, ce n'est pas à la clinique. C'est dans le cabinet du médecin généraliste, c'est dans ses tournées, c'est l'infirmière libérale, et c'est donc au domicile du patient. Et c'est tant mieux, et c'est vers ça que l'on va tendre de plus en plus. Donc s'il y a bien un marché sur lequel il faut se pencher, à mon sens, c'est sur celui qui permettra justement à ces professionnels de travailler plus facilement, plus simplement, et de s'interconnecter avec les plateaux techniques. Ensuite, il y a la surveillance évidemment accrue des patients en phase aiguë, y compris dans les établissements, parce qu'aussi le paradoxe, c'est que quelquefois, toutes nos chambres ne sont pas monitorées, y compris à Toulouse, au CHU de Toulouse, y compris au CHU de Marseille. Toutes les chambres ne sont pas monitorées, donc on a aussi quelquefois un problème de surveillance interne. Alors, je ne veux pas vous faire peur, mais ça existe. C'est-à-dire que quand un patient a des suites opératoires, au début, on le surveille de très près, donc il est voire en réa, en surveillance continue, etc. Donc là, il est monitoré, très surveillé. Puis ensuite, il passe dans une chambre d'hospitalisation, où là, évidemment, s'il ne sonne pas, il faut attendre que l'infirmière passe ou l'aide-soignante passe pour se rendre compte qu'il s'est passé quelque chose quand même. Et ça, c'est une réalité dans tous les hôpitaux et dans tous les établissements. Donc le niveau de surveillance de l'ensemble de nos patients peut, à mon avis, être nettement amélioré avec les outils qui ont été évoqués tout à l'heure, avec des bracelets, avec un tas de choses qui permettraient d'avoir
des relevés de données physiologiques permanentes à partir du moment où vous êtes dans l'hôpital. Un patient qui va se promener, un patient âgé qui va se promener dans le parc de l'établissement et qui fait un problème, eh bien quand il tombe, on ne le sait pas forcément tout de suite. Alors forcément, au bout d'un moment, on va s'en apercevoir, mais pas instantanément. Si on avait des systèmes qui peu coûteux sûrement, et pas très élaborés, qui nous permettraient de nous en rendre compte rapidement, mais on serait sûrement beaucoup plus efficace et on serait tous beaucoup plus rassurés. Ensuite, bon, on ne s'était pas concerté, mais enseignement et recherche, bien sûr. Donc, outils favorisant la diffusion du savoir et de l'enseignement à distance, et la diffusion de ce savoir, et les mises en situation des soignants dans les environnements virtuels. Je pense que là, j'ai cité 2 exemples, il y en a plein d'autres, je ne vais pas être trop long, mais là aussi, il y a un champ immense. Effectivement, on a besoin de soigner de plus en plus. Bon, on vieillit, la population âgée vieillit, elle est en institution ou elle est au domicile. Mais en même temps, on a besoin de soigner avec du personnel plus ou moins bien formé. On sait bien que tout ce qui est assistance sociale à domicile est fait par des gens qui ont une formation très courte, hein, très sommaire, on va dire. Ça n'enlève rien à toute leur qualité relationnelle, leur envie de faire et l'utilité sociale qu'ils ont. Mais on ne peut pas dire que le niveau de surveillance soit très important. Et donc, ces personnes-là ont besoin de formation. Et effectivement, on n'a pas le temps et on n'a pas les moyens de les former dans des écoles. On ne peut pas leur donner 3 ans de formation pour être assistante à domicile. Et donc, là-dessus, sur le champ du social, il y a aussi, à mon avis, un énorme marché de transmission du savoir et de remise à niveau et à jour du savoir à travers des outils un peu plus technologiques et pédagogiques. Alors, pour moi, quelles sont les conditions du succès? J'arrêterai là-dessus. Donc, laisser les solutions techniques aux acteurs économiques et éviter de penser avec les solutions habituelles. C'est-à-dire que la technologie, elle est de votre côté. Elle n'est pas de notre côté. Enfin, moi, en tout cas, même dans un établissement qui commence quand même à avoir une taille critique assez intéressante, hein, un des plus gros établissements après le CHU de Midi-Pyrénées, le 2e en termes d'urgence, etc. Bon, on a une taille critique, mais moi, j'ai une équipe d'ingénieurs, informaticiens, ok, mais en même temps, ils sont concentrés sur comment ça fonctionne déjà et comment je peux faire en sorte que l'hôpital marche, plus que sur le développement. Et puis, ils n'ont pas le temps et en même temps, ils ne sont pas formés pour ça. Donc le côté, les solutions technologiques, elles sont chez vous. Et je ne pense pas qu'on ait intérêt à y aller sur ce terrain. Sortir, comme je disais tout à l'heure, s'interdire des solutions habituelles, parce que je suis sûr qu'il y a un tas de bonnes idées, mais il faut en parler. Et créer les conditions de l'inventivité partagée. Et ça, je rejoins ce qui a été évoqué. C'est-à-dire que si vous travaillez seul, vous allez inventer des solutions qui vont vous plaire, mais pas forcément qui vont être utiles ou plaire aux établissements de santé. Si on travaille que de notre côté, on va rester un peu embourbé dans ce qu'on sait déjà faire, hein, et on va vous représenter toujours les mêmes choses, pas beaucoup d'intérêt. Donc à mon avis, il faudrait arriver à travers ce que vous représentez et ce que nous représentons aussi, des groupes de parole, des travaux encadrés sur la créativité, et ensuite essayer de travailler simplement ensemble. C'est-à-dire que moi, je suis tout à fait persuadé et donc prêt à le faire, de passer des accords extrêmement simples avec des entreprises qui ont envie de travailler pour justement les faire rentrer dans l'hôpital ou faire percevoir quelles sont nos réalités, faire en sorte que nos professionnels puissent dialoguer avec vous et se mettre autour d'une table et justement laisse aller un peu les choses et qu'ensuite on puisse expérimenter ensemble sur des modèles très simples, conventionnels, de manière à ce qu'on voie si ça marche ou pas avant d'aller plus loin et de développer des choses qui coûtent des fortunes. Voilà ce que j'avais à vous dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup.